Donc je le disais, beaucoup de choses ont été dites jusqu'à présent. Je ne m'attarderai pas sur le contexte et les enjeux, évidemment, qui ont été très bien décrits. Lors de cette deuxième table ronde, nous allons voir justement les forces en présence et le travail qui est accompli, qui est fait sur le terrain. Solidarité face aux ruptures, les stratégies mises en œuvre. Je vous présente aux invités Jérôme Saadier, président du Conseil du Crédit Coopératif, Arnaud Delaunay, directeur de la RSE et du développement chez Bred Banque Populaire. Eric Campos est avec nous également, directeur de l'engagement sociétal au Crédit Agricole, et Alix Dupuis, directeur spécialiste assurance et banque chez Accuracy. Je vais vous donner tout d'abord 4 petites minutes de propos introductifs pour mettre en avant, je dirais, l'idée force de votre témoignage par rapport à notre thématique. Et ensuite, je reviendrai vers vous avec différentes questions. Vous pourrez échanger entre vous. Et bien sûr, puisque c'est aussi votre journée, il y aura une séance de questions-réponses à l'issue de cette table ronde. Nous essaierons d'y consacrer 10 minutes, un quart d'heure. Des hôtesses seront là pour vous apporter le micro. Il suffira de vous signaler. Enfin, je vous réexpliquerai ça tout à l'heure. Alors, Jérôme Saadier, président du Crédit Coopératif, je tourne tout d'abord vers vous. Les ruptures sont nombreuses, hein, on le voit aujourd'hui, environnement, guerre en Europe, la géopolitique évidemment avec Donald Trump. Je dirais que jamais le mot coopération n'a eu autant de sens finalement dans la marche des affaires aujourd'hui. Comment vous appréhendez ce monde qui est en train de changer? Bonjour à tous et merci d'être là et d'avoir été invité aussi. Écoutez, moi j'étais enthousiasmé par le tout début quand Olivier a dit que c'était la merde et que ça aurait pu être le titre du truc parce que je trouvais ça inspirant. Donc j'ai essayé de m'inspirer de ça quand même. Mais moi je pense que d'ici quelques temps, quand on se retournera sur les années que nous sommes en train de vivre, je ne sais pas combien de temps ça va durer tout ça, mais on se dira que c'est peut-être un moment où le monde a un peu changé. Voilà. Et évidemment qu'il y a plein de ruptures différentes, je ne vais pas les énumérer, vous avez cité quelques-unes, d'autres auparavant. Mais ce que je crois assez fondamentalement, c'est que effectivement le monde est en train de changer et que ce que nous vivons a fortiori depuis quelques semaines sur le plan de la géopolitique est particulièrement inspirant. Alors on peut avoir peur, c'est pas faux, parce qu'il y a quelques risques, mais aussi on peut considérer que c'est une façon de se stimuler et de réfléchir un peu à ce qui vient devant nous. Évidemment, dans ce cadre-là et par rapport à la question que vous m'avez posée, moi je plaide pour que dans le monde qui est en train de se préparer ou d'émerger, on verra bien comment ça évolue, mais le principe de coopération, je ne parle pas que des coopératives au sens juridique du terme, entreprise, mais je parle du principe de coopération. Je pense en fait il faut qu'on arrive à le réhabiliter autant qu'il est possible de le faire, parce que fondamentalement, si on se retourne sur la longue histoire de l'humanité, et en tout cas de la civilisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, finalement, ce qui nous a permis en tant qu'humanité de survivre sur cette planète, c'est précisément le principe de coopération. Parce que l'humanité a connu déjà des hauts et des bas, notamment liés aussi à des phénomènes écologiques qui ne datent pas d'il y a quelques années seulement. À vrai dire, la planète, elle a vécu plusieurs périodes, et nous, sur cette planète, on est moins vieux, mais néanmoins, on a déjà connu aussi plusieurs périodes. Et le principe de coopération, pour le coup, entre humains, nous a permis de survivre en nous adaptant et en faisant en sorte de résoudre collectivement les problèmes. Donc je pense qu'il faut réhabiliter ce principe de coopération, l'extraire peut-être de son format juridique, même si moi je défends les coopératives en plus avec une autre casquette, parce que je préside COPFR, qui est l'organisation qui fédère toutes les coopératives françaises. Donc évidemment je défends les coopératives, mais je crois d'autant plus qu'il est pertinent, c'est que jamais non plus dans l'histoire de l'humanité nous n'avons été individuellement plus dépendants les uns des autres, en fait. Robert Zarader, tout à l'heure, nous invitait à remettre l'individu au centre de tout ça. Je trouve que c'est censé, compte tenu de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains modernes, avec nos moyens d'information, d'émancipation, qui dépendent moins de cadres collectifs. On en pense ce qu'on veut, c'est plutôt une réalité, quoi qu'il en soit. Et pour autant, on n'a jamais été aussi interdépendants les uns des autres. Jamais eu autant besoin les uns des autres. Pour relever des défis, pour vivre, pour assurer la solidarité, pour prendre des décisions aussi si possible, même si là,
il y a 2-3 sujets qui nous inquiètent éventuellement. Et donc je crois que ce principe de coopération, de quelque manière qu'il s'incarne, il est à réhabiliter. Et du reste, alors c'était un peu à contre-courant de ce qui se passait sur le plan géopolitique, mais l'Assemblée générale des Nations Unies, en novembre dernier, si je me souviens bien, a d'ailleurs déclaré l'année 2025 année internationale des coopératives. C'est pas pour rien, c'est la deuxième fois qu'elle le fait. La première fois c'était en 2012. C'est pas pour rien qu'elle le fait, parce qu'elle a considéré que finalement, le seul mode d'entreprendre qui est fondamentalement compatible avec les objectifs du développement durable adoptés par les Nations Unies comme cadre de référence, là aussi, on peut discuter, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est applicable à tout le monde, peu importe, mais en tout cas, le seul modèle finalement de faire de l'activité économique et sociale qui est compatible avec ça, ce sont précisément les coopératives. Et on verra tout à l'heure quels sont les outils avec lesquels vous travaillez. Aussi. Exactement. Et pour finir, je pense que par rapport aux grandes ruptures que vous avez aussi évoquées dans votre question, le risque climatique, le retour de la guerre et ce qui se passe en fait globalement avec l'arrivée de l'administration Trump au pouvoir, je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom en fait. D'abord reconnaître que tout est lié en fait dans cette affaire. Ce à quoi nous assistons, et je vous renvoie à une très belle tribune, très inspirante tribune de Gaspard Koenig dans Les Échos il y a 2 jours, où il disait en gros que contrairement à ce qu'on pourrait dire spontanément, l'administration Trump ne nie pas en fait le dérèglement climatique. Au contraire, elle fait partie de ceux qui théorisent le fait que le dérèglement climatique cause un problème majeur à la façon dont l'économie fonctionne aujourd'hui. Et de ce fait, le capitalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a plus d'autre choix que la course en avant pour reprendre le chemin de la prédation sur les matières premières, sur l'énergie, sur l'eau, que ce soit par des moyens de chantage commercial, donc plus de règles de coopération, que ce soit par des moyens politiques qui sont plus affirmés qu'auparavant, et d'où les grandes propositions de Trump qui... on va y revenir en détail tout à l'heure. Etc. Mais je finis juste là-dessus. Ou alors, pas trop. Ou alors par la guerre. Voilà. Et ça, c'est un retour à des choses que nous, dans notre confort de Français ou d'Européens, avons choisi plutôt d'ignorer ces derniers temps. Merci Jérôme Sadier. Alors Arnaud Delaunay, directeur de la RSE et du développement chez Bray de Banque Populaire. Je ne vais pas plus loin dans les CV parce que tout est indiqué pour les personnes qui voudraient vous connaître toutes et tous plus en détail. Il y a les petites fiches CV dans le dossier qui vous a été remis à l'accueil. Alors Arnaud Delaunay, donc les ruptures que le monde est en train de connaître demandent une réponse en fait adaptée de la part de chacun des acteurs dont vous faites partie. Comment est-ce que la Bray justement répond à cette pluralité je dirais des ruptures qui automatiquement se traduit par une multiplicité, une pluralité d'actions. Et au niveau territorial, ça c'est très important. Tout d'abord, merci de m'accueillir, de pouvoir participer à ces très riches assises. Je voulais mettre en exergue quelques ruptures qui me semblent assez fondamentales. Et je compléterai sans prendre le contre-pied de mon prédécesseur en disant que oui, on est à un moment charnière, mais beaucoup des ruptures sont à l'œuvre depuis un moment, des mouvements de fond, qu'ils soient socio-économiques, dont on voit la pleine portée aujourd'hui. Je pense notamment à ce qu'on peut appeler les ruptures ou les fractures sociales, qu'elles soient territoriales, en termes de mode de vie, de pouvoir d'achat, technologiques et digitales, démographiques, les deux pouvant aller ensemble, comment le vieillissement interagit avec cette digitalisation accrue, écologique évidemment, on en a parlé, mais avec des manifestations qui sont de plus en plus concrètes au quotidien. On en voit les effets, pas seulement les potentialités, avec des catastrophes naturelles, et enfin institutionnelles, avec une crise de confiance qui touche beaucoup d'acteurs, y compris les acteurs institutionnels que nous sommes. Alors je vais vous proposer une perspective beaucoup plus microéconomique, et de prendre l'exemple d'un acteur, la Bray de Banque Populaire, et de voir comment on essaye de répondre à ces ruptures. Et en fait, c'est extrêmement simple, mais c'est très compliqué dans la pratique. Le message est simple, c'est s'appuyer sur notre ADN, coopératif, territorial et solidaire, en cherchant à le réactualiser et en l'adaptant. On a plus d'un siècle d'existence, et je souhaite qu'on puisse fêter dans un nouveau siècle d'existence. Et c'est important de pouvoir répondre à l'ensemble de ces ruptures, de les accompagner pour pouvoir se faire. 3 axes
Le premier, c'est de savoir investir dans les clients et de cultiver la proximité relationnelle. C'est le cœur de notre métier de banquier, mais ça va mieux en le disant, à l'ère de la digitalisation. C'est pour ça que quand on parle d'évolution significative des réseaux d'agences et de maillage, on fait le choix de rester le plus proche possible du territoire. On recrute massivement dans notre réseau commercial pour être le plus proche possible des clients, répondre à leurs attentes, leurs appétences, leur diversité, ce qui ne veut pas dire que la digitalisation doit être mise de côté ou chercher à refuser un progrès qui vient, mais ça doit être mis au service des clients et des collaborateurs et non pas l'inverse. Et surtout, on ne va pas chercher à copier un modèle qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas coopératif. Par construction, je pense à tous ces nouveaux modèles digitaux de néobanques et autres. On cherche aussi à rapprocher la décision pour pouvoir répondre rapidement en déléguant au maximum. Enfin, investir dans les clients, c'est aussi conserver notre ADN de développeur. J'y reviendrai peut-être après, mais à contre-courant de pas mal d'acteurs, nous cherchons à continuer à rayonner à l'international, mais j'y reviendrai. Le deuxième axe, c'est investir dans les territoires et la société avec la solidarité au cœur. Donc le mécénat est au centre. Est-ce que c'est notre métier de banquier? Non. Est-ce que c'est important pour pouvoir bien faire notre métier? Oui. Nous faisons partie d'un groupe, les banques populaires très généreux, 6e mécène. Nous avons une empreinte sociale et coopérative significative. Nous en sommes très fiers pour la réinsertion professionnelle, les jeunes en difficulté. Et aussi en cas de crise, savoir être proche du territoire. On y reviendra en cas de catastrophe naturelle. Et le troisième point, si je me permets. L'axe, investir dans l'humain, accompagner nos collaborateurs, accompagner nos clients avec un effort de formation significatif. C'est notre responsabilité d'employeur aussi. Bon, alors vous nous expliquerez effectivement en détail tout à l'heure dans la partie questions-réponses comment vous mettez en place tout ça. Éric Campos, directeur de l'engagement sociétal au Crédit Agricole. Alors, autre acteur évidemment de notre problématique, le Crédit Agricole est en phase avec les campagnes, donc la nature, ces acteurs que sont les exploitants agricoles. Comment avez-vous intégré justement tous ces enjeux écologiques, parce que là, vous êtes au cœur de la transition, enfin l'une des transitions en question et des ruptures, c'est la transition climatique. Comment est-ce que vous avez intégré ces enjeux, et en particulier l'urgence climatique dans votre fonctionnement et vos activités? Est-ce que c'est une profonde révolution pour vous? Alors, merci d'abord de l'invitation et vraiment de l'intérêt des différentes interventions qui sont extrêmement cohérentes. Et je vais essayer d'aller là où peut-être il y a encore des choses à dire, puisqu'il y a pas mal de choses très riches qui ont été dites. Et au fond, la question sociétale ou la question de l'enjeu, c'est une question qui est créatrice de valeur. Et c'est peut-être là-dessus que je vais axer mon propos. En 2019, le Crédit Agricole travaille sur une raison d'être, et c'est une raison d'être qui est assez disruptive, puisqu'elle dit qu'il faut créer de la valeur pour le client et pour la société en même temps. Et donc, évidemment, ça engage un groupe comme le Crédit Agricole à toujours penser bien commun et client et création de valeur client. Ça se traduit comment? Ça se traduit par une définition. On a défini ce que c'était cette dimension sociétale. Et finalement, on a travaillé sur la question climat, puisque l'un des engagements, c'était on veut contribuer à une économie bas carbone. Voilà. En disant cela, on a fait vraiment un pivot dans le groupe Crédit Agricole en décidant d'investir très fortement dans les énergies renouvelables, en accompagnant la transition et les usages de la société et en se désengageant des énergies fossiles. Voilà. Donc l'économie est une économie fortement fossilisée, le Crédit Agricole est une banque systémique, donc on est le miroir de la société. Et donc on a opéré à partir de cette date-là un virage très, très important. Je vais donner quelques chiffres, c'est que sur les énergies renouvelables, entre 2020 et 2024, on a fait plus 140% d'augmentation. C'est une croissance qui est rarement vue dans une banque. Sur les transitions, sur l'accompagnement de la société, on a créé un nouveau métier en se disant il faut mettre l'énergie renouvelable au service des territoires. Et donc on est devenu énergéticien. Ça ne se sait peut-être pas, mais en 2022, le Crédit Agricole est devenu énergéticien. Le Crédit Agricole aujourd'hui vend de l'énergie durable aux collectivités. Et puis tout ça, cette façon d'investir dans le renouvelable, d'accompagner les usages et notamment la sobriété, nous a permis de nous désengager des énergies fossiles. Donc c'est un véritable shift, et c'est un shift qui crée de la valeur. Donc c'est de l'utilité,
qui finalement est une utilité rentable à la fois pour le client, pour la société, et elle est durable puisqu'elle permet au Crédit Agricole de se développer. 2019, on a lancé ce mouvement. On publie très régulièrement ces travaux. On explique comment on crée de la valeur là-dessus. Et en 2024, on a fait une plongée dans les territoires pour essayer de comprendre ce qui se passait, puisqu'on a le sentiment que depuis quelques mois, il y a effectivement quelque chose qui se passe. Il y a une économie nouvelle qui est en train d'émerger. Et on a lancé une énorme odyssée qui consiste à faire 30 étapes dans des régions de France et à écouter les acteurs économiques, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des élus, sur leur façon de voir le monde et sur la façon dont ils se mettent en œuvre. Et donc tous ces entretiens sont nativement filmés. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux puisqu'on les publie très régulièrement. Nous étions à Limoges sur la question des friches industrielles cette semaine. Nous étions à Dijon sur le Champagne. Comment un terroir d'excellence, un terroir vivant d'excellence fait face au changement climatique. Vous pouvez entendre Michel Drapier qui explique comment lui a rendu sa plante résiliente face au changement climatique. Vous pourrez entendre également Cyprien Arlot des domaines Arlot qui explique, c'est du Côte de Nuit, comment il s'est engagé sur ces sujets, ou le président de Dijon Céréales qui a perdu une part importante de son chiffre d'affaires en Égypte, puisque les Russes viennent finalement sur des nouveaux marchés avec du blé qu'ils ont aujourd'hui à vil prix, et donc attaquent les marchés. Tout ceci pour dire qu'on observe des phénomènes très intéressants. D'abord, la coopération, effectivement, elle est clé. Tous les entrepreneurs nous disent que leur vision d'avenir est une vision de coopération, et on voit des concurrents coopérer. Par exemple, en Normandie-Seine, des pétroliers vont coopérer parce que ce territoire doit sortir de sa dépendance à la pétrochimie pour rentrer dans une nouvelle économie circulaire, et donc pour cela, il faut coopérer. Tous les entrepreneurs et les acteurs nous disent qu'ils sont rentrés dans une économie de la complexité. Et ça renvoie à la nécessité de coopérer, ça renvoie à la curiosité, à la compréhension. Oui. Tous les acteurs nous parlent des interdépendances entre secteurs. Et ça a été dit tout à l'heure, notamment sur le secteur de la santé. Le secteur de la santé, c'est plus le secteur du soin, c'est tout le secteur de la prévention. Et donc aujourd'hui, un territoire comme Vannes, le Morbihan, le directeur de l'hôpital de Vannes a lancé un fonds de dotation avec des entreprises pour travailler sur ces sujets. C'est aussi dit dans la région de Grenoble qui a fortement investi dans la recherche avec un fonds qui s'appelle Clinatech, qui est un fonds de recherche et qui a permis de tirer un certain nombre d'abord de talents. Le directeur scientifique du fonds de dotation Clinatech vient d'Australie, donc on attire des talents et puis on développe, puisque derrière la coopération, derrière cette interdépendance, il y a aussi la guerre des talents, puisque derrière chaque projet, enfin ça a été dit, mais c'est vraiment ce qui apparaît, il y a toujours la volonté opiniâtre d'une femme ou d'un homme qui mène des changements qui sont d'envergure. Donc je sens que vous avez beaucoup d'exemples à nous citer. Oui, je vais revenir vers vous, si vous le voulez bien. Je vais juste finir, si vous me permettez. Très rapidement, s'il vous plaît. La question des friches industrielles, qui est notamment débattue au niveau de la zéro artificialisation nette, doit être vue vraiment comme l'analogie d'un nouveau départ à la fois de la ville. Et je pense qu'il y a derrière ces questions d'utilité et de coopération des véritables créations de valeur porteuses de grandes opportunités. Vous nous détaillerez tout ça, effectivement, c'est fort intéressant. Alors, Alix Dupuis, toujours dans le cadre du propos liminaire, je disais donc directeur spécialiste assurance et banque chez Accuracy. On vient de voir le décor général. On va voir avec vous, si vous le voulez bien, on va faire un gros plan sur l'assurance inclusive. C'est à vos yeux aujourd'hui une priorité. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce concept d'assurance inclusive et pourquoi une priorité aujourd'hui plus qu'avant? Bonjour à tous, merci pour l'invitation tout d'abord. Je vais m'attacher à répondre du mieux possible à votre question. D'abord, on se demandait pourquoi l'assurance inclusive est devenue aujourd'hui une priorité. Ces dernières années, on a connu une succession de crises environnementales, sociales, sanitaires ou encore économiques, qui ont révélé et amplifié la vulnérabilité d'une part croissante de la population, y compris dans les économies développées. L'assurance inclusive, dans ce contexte, devient une priorité et un véritable levier de solidarité pour réduire les inégalités d'accès à la protection, accompagner les parcours les plus fragiles ou encore soutenir des modèles économiques plus résilients. À côté de ça, les attentes sont fortes. On sait que plus de 70% des Français attendent de leur assureur qui joue le rôle d'éclaireur et de porteur des grands messages sociétaux. On sait également que dans de nombreux pays émergents, moins de 5% de la population a aujourd'hui accès à une assurance formelle. Ces différentes raisons
pousse aujourd'hui les assureurs à s'engager sur ce terrain, le terrain de l'assurance inclusive. Alors l'assurance inclusive, qu'est-ce que c'est? Il faut faire attention à ne pas diluer le concept, puisque utilisé à toutes les sauces, il risque de se vider de son sens. Être inclusif, ce n'est pas proposer une offre d'assurance low cost, un parcours simplifié ou encore une tarification solidaire. C'est une refonte profonde qui interroge le système assurantiel dans son ensemble. Être inclusif, c'est proposer des produits adaptés, accessibles, utiles. C'est proposer des parcours réellement pensés pour les publics cibles. C'est s'appuyer sur des canaux et des réseaux de distribution alternatifs et hybrides, tout en cherchant à concilier cela avec impact social et viabilité économique à long terme. Je suis convaincu qu'en revenant à une définition exigeante de ce que recouvre l'assurance inclusive, qu'on pourra en faire un levier de solidarité concret et durable. À noter par ailleurs que l'assurance inclusive, selon les contextes, englobe des réalités différentes. Dans les pays développés, il s'agit davantage de réintégrer des profils exclus des standards de l'assurance, comme des anciens malades, des jeunes précaires ou encore des travailleurs indépendants. Là, les réponses passent par une revue des critères de souscription, une adaptation de l'offre et une simplification des offres, un accompagnement plus important, et ça peut même aller jusqu'à repenser les équilibres techniques de l'assurance. Du côté des économies émergentes, l'approche est beaucoup plus fondamentale. On parle d'ailleurs davantage de micro-assurance dans ces contextes, puisqu'il s'agit d'intégrer une première forme de protection dans des environnements où l'assurance est parfois marginale, voire absente, en répondant à des besoins essentiels de la population, la santé, le décès ou encore l'agriculture. Et là, les réponses passent par des produits très simples, des primes très faibles et des réseaux, des relais locaux, coopératives agricoles, instituts de microfinance ou encore des technologies adaptées, comme la monnaie mobile. Dans un cas comme dans l'autre, même s'il y a des différences, on arrive à une même question: comment rendre l'assurance accessible et utile, tout en préservant la viabilité économique à long terme? Pour conclure, je dirais que oui, l'assurance inclusive est une priorité. Oui, c'est devenu un levier de solidarité, mais non, ça ne se décrète pas. Ça se construit opérationnellement, ça se construit au service des publics exclus des systèmes de protection, et ça se construit avec une ligne directrice: comment passer du produit pour tous au service pour chacun. Bon, alors vous nous expliquerez également comment on fait concrètement, quels sont les outils dans la boîte chez Accuracy. Jérôme Sadier, je reviens vers vous. On parlait tout à l'heure, enfin vous évoquiez le contexte international. C'est vrai que on baigne dans ce contexte géopolitique tendu, avec toutes les tensions qui existent à la fois en Europe et surtout du côté des États-Unis, avec la Chine également. Revenons sur ce que vous disiez concernant Trump. On assiste à un retour finalement du capitalisme effréné. Est-ce que le mutualisme et je dirais la coopération peuvent être un frein à cette évolution du capitalisme qui semble quand même un peu dangereux par rapport à toutes les solidarités que l'on doit défendre aujourd'hui, à la fois en Europe et dans le monde? D'abord, je reprendrai les propos de Thierry Derez tout à l'heure en introduction. On a une partie de la solution, on n'a pas toute la solution. Évidemment qu'il y a besoin de régulation dans le monde, qui ne passe pas nécessairement par des solutions qui sont celles qu'on évoque, mais aussi des solutions d'ordre public et qui impliquent autant que possible les gouvernements et les institutions multilatérales. Bon, le fait est quand même que ces dernières ont plutôt du plomb dans l'aile. Parce que si on avait encore aujourd'hui une OMC qui servait quelque chose, ou qui avait en tout cas un minimum d'autorité, mais qui n'a jamais d'autre autorité que celle que les États lui confèrent, on pourrait imaginer que le débat qu'on a aujourd'hui sur les tarifs douaniers, etc., ne se présenterait pas de la même façon. Non, par contre, il y a des choses à inventer qui à mon avis, sont fondamentales pour la survie de ce que nous sommes sur cette planète. À savoir, est-ce que nous considérons que nous pouvons nous permettre d'être dans une compétition sans règles pour accéder à ce qui nous permet de vivre aussi confortablement que possible? Voilà. Je l'évoquais rapidement, mais j'ai compris que je commençais à être trop long, mais l'accès aux matières premières, aux terres rares, à l'énergie, à l'eau, sont aujourd'hui au cœur de ce que va devenir l'économie mondiale. Voilà. Ce n'est pas, à vrai dire, très nouveau. D'ailleurs, on a expérimenté ça nous-mêmes en tant que pays colonisateur il y a quand même plus d'un siècle.
mais nous-mêmes aujourd'hui sommes les victimes d'une sorte de nouveau colonialisme potentiel, en fait. Et ça, pour nous, c'est nouveau. Quand je dis nous, c'est français et européens. Comment nous réagissons par rapport à ça? Avec quelles armes pouvons-nous réagir? On voit bien qu'en tant que Français, et moi en tant que banquier, pour le coup, ayant encore un peu d'activité en Afrique, plus pour très longtemps à vrai dire, on voit comment on se fait foutre dehors. Évidemment pas des gouvernements légitimes, mais surtout à la demande de ceux qui vont nous remplacer, qui sont d'ailleurs déjà là, les Russes et les Chinois. Bon, comment réagissons-nous à ça, en fait? On a nous-mêmes besoin d'avoir accès à ces matières premières, etc. Acceptons-nous les marchandages que l'administration de Trump veut nous imposer? On voit bien de manière totalement cynique ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Au moins, ça a le bénéfice de la clarté. Enfin, au moins, on sait de quoi on parle exactement. Il n'y a pas de circonvolution pour y arriver, en fait. Hein. Là, on sait exactement de quoi on parle. Mais nous, qu'avons-nous à opposer à ça? Alors, comme je ne vais pas parler d'un point de vue autre que celui qui nous préoccupe aujourd'hui, je pense que nous, en tant que gens attachés aux principes coopératifs, à nos coopératives pour ce qui concerne, aux mutuelles, etc., nous devons faire en sorte de travailler plus ensemble, de façon à reconstruire ou à construire les communs dont nous avons besoin, en fait. Parmi les principes qui nous animent, à nous, au-delà de l'intérêt collectif que nous poursuivons, pas de l'intérêt général nécessairement, mais au moins d'un intérêt collectif entre nos parties prenantes, je pense que nous pouvons élargir aujourd'hui un peu le spectre et voir en quoi nous pouvons jouer un rôle, parce qu'on n'est pas totalement dénué d'argent dans ces mondes-là. À vrai dire, nous en avons un peu quand même. Hein. Quels sont les communs que nous devons construire pour, alors, soit nous protéger, soit adresser, comme on dit en mauvais français, les nouvelles questions qui s'imposent à nous. Comment allons-nous investir? Comment allons-nous lutter contre ce qu'Enrico Letta, qui a repris Patrick Artus tout à l'heure, lutter contre le colonialisme financier? Grosso modo, on a 300 milliards d'épargne qui partent effectivement aux États-Unis et qui reviennent en fait pour investir chez nous, en fait, mais pas tout à fait dans notre intérêt, en fait. Donc la question, enfin, en même temps, les Français, ils choisissent rarement de placer leur épargne aux États-Unis. Hein. C'est rarement eux qui le font en direct. Donc il y a un sujet qui s'adresse par ailleurs aux banquiers de savoir comment ils vendent des produits aussi de la manière la plus transparente qui soit à leurs clients. Comment on fait pour lutter contre ça? Et là, on n'est pas complètement débile, excusez-moi, dans le monde financier et coopératif, pour essayer d'inventer des choses qui nous préservent de notre côté et qui nous permettent d'être un peu plus offensifs par ailleurs. Parce qu'on peut aller à l'épreuve de force sur certains sujets. Je ne pense pas qu'il soit utile de le faire sur tous les sujets non plus. Je pense que surtout, il faut qu'on soit plus imaginatif, plus inventif et peut-être plus volontaire et surtout de l'être plus ensemble. Alors voilà pour le crédit coopératif. Je me tourne, Éric Campos, petite réaction. Est-ce que vous avez la même philosophie du côté du crédit agricole par rapport à cette problématique mondiale et la nouvelle donne en fait qu'elle impose? Oui. En fait, on voit le monde à partir de là où on se trouve. C'est-à-dire que la question du choc écologique, elle est vue dans les Pyrénées-Orientales, et je reviens un peu dans le territoire national, elle est vue dans les Pyrénées-Orientales sous l'angle du stress hydrique. Et ce stress hydrique, il n'est pas vu de la même façon sur les territoires qui bénéficient encore aujourd'hui d'une abondance d'eau. La question de l'intégration des jeunes générations, de l'assurance inclusive d'ailleurs, qui était le propos précédent, il n'est pas vu de la même façon à Vannes, qui a une population qui est plutôt vieillissante et qui a plutôt aujourd'hui la préoccupation sur le domaine de la santé et du bien vieillir, que dans des zones où on a énormément de jeunes qui sont sans emploi, sans études et sans formation. Et donc, quoi qu'il en soit, je partage les propos de Jérôme, évidemment. Quoi qu'il en soit, il me semble que l'on doit redonner beaucoup de puissance au territoire, parce que ce qu'on constate, c'est que la notion de territoire, elle transcende. Elle transcende les clivages, elle transcende quelquefois les oppositions. J'étais en Vendée il y a quelques semaines de cela. La Vendée est un territoire fier, avec un porte-drapeau, etc. J'étais en Lozère également, qui se vit absolument pas du tout comme un territoire enclavé, mais qui se vit comme un territoire qui a un certain nombre de forces. Je pense à un atelier de fabrication de jeans 100% français qui est installé à Florac, 2h30 en voiture de Nîmes. Ils vendent des jeans d'excellente qualité sur un marché où les concurrents fabriquent des jeans à 5-10 euros, eux fabriquent des jeans à 70 euros, mais ils ont un marché. Donc ça, la notion de territoire, elle est fondamentale, et la notion de changement de paradigme et de vision. Quand on arrive en Lozère et qu'on interroge ce formidable entrepreneur qui est Julien Tuffry, et on lui dit comment vous faites pour vivre dans ce territoire et en même temps produire, etc., il dit mais moi, j'ai devant moi 7 milliards de clients.
parce que j'ai aucun problème pour envoyer mes jeans à tous les coins de la planète. Et je me vis plutôt comme un LVMH ou comme un Hermès, comme un fabricant de jeans à vil prix. Donc Trump, même pas peur. C'est pas même pas peur, parce que je partage ce qui est dit. Moi, je suis effaré, sidéré, stupéfait. Mais en même temps, c'est la société du spectacle. Et comme le dit Jérôme, on le voit bien clairement. Simplement, on a besoin de repenser nos forces, de regarder quels sont nos invariants, enfin ce qui a été dit tout à l'heure dans la table ronde, qui était extrêmement intéressant, et finalement développer de plus en plus de coopération. Et pour ça, il y a une conversation entre l'État, les politiques publiques et les entrepreneurs, et finalement cette formidable énergie des territoires. Je vous donne un exemple. On ne peut pas développer l'hydrogène si tous les 2 ans, on va changer la politique là-dessus. On ne peut pas développer les énergies renouvelables si, pour des raisons budgétaires, on fait des marches arrière, marches avant. Les entrepreneurs n'arrivent pas à se développer. En revanche, quand on a des conversations extrêmement sérieuses avec les autorités régionales, avec l'État, avec les services de l'État qui sont très engagés, avec le préfet sur les territoires, on est capable de construire des filières. Je vais vous donner un exemple. La filière chanvre industrielle, elle est extraordinairement intéressante. Vous avez le chanvre donc, dans la région nord de France, le chanvre industriel. Vous avez des conversations entre les agriculteurs et les équipementiers automobiles qui font qu'aujourd'hui, 20% des tableaux de bord de la Zoé sont faits avec du chanvre industriel produit en France. Donc, il y a absolument besoin de créer ces espaces de dialogue. Et je finirai sur les outils de dialogue. On a besoin de dialoguer, d'expliquer. On a besoin de s'expliquer et il faut sortir des débats nationaux qui sont des débats d'opposition stériles, qui ne servent à rien. Il faut arrêter de faire des machines arrière à chaque fois. On a des grandes difficultés devant nous. Il faut les regarder en face, les attaquer en face, et puis faire comme quand on est dans des moments de grande tension, expliquer les choses et assumer le fait qu'ensemble, on peut réussir pour autant qu'on ne se cache pas des difficultés qui sont devant nous. Crise nombreuse, Arnaud Delaunay, Brett, donc, concrètement, comment répondre aux crises? Est-ce que c'est le rôle d'un banquier, finalement? Alors vous allez me dire oui, parce qu'il y a les clients derrière, mais enfin, au nom de notre sujet de la solidarité, quelle est votre conception de cette lutte contre ce monde qui bouge sans cesse, et de manière de plus en plus vite? La nécessité fait loi. Et je voulais revenir sur un exemple assez récent. Nous sommes à Mayotte, et Mayotte a été touchée par un ouragan en décembre dernier, assez violent, et surtout l'île était mal préparée, impréparée. Je pense qu'à d'autres endroits, les conséquences n'auraient pas été les mêmes. Et très vite, la question qui se pose, c'est évidemment les collaborateurs, nos implantations, les clients, une réponse d'urgence bancaire pour pouvoir faire au mieux. Mais assez rapidement se pose la question de la solidarité avec le territoire. Certains collaborateurs, leurs proches, leurs familles, qui n'ont plus de toit, une situation qui est extrêmement délicate. Et à ce moment-là, un peu dans l'urgence, mais en s'appuyant sur notre ADN coopératif et solidaire, d'essayer de trouver des actions. Et évidemment, on n'est pas du tout les seuls, mais c'est bien la démonstration qu'on peut avoir cet impact et trouver des réponses assez concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réponse extra-bancaire? Pour nous, c'était de travailler avec une grande ONG qu'on connaît bien, Acted, et de voir comment on pouvait apporter une réponse d'urgence avec des cuisines communautaires. Ça paraît complètement anecdotique, mais c'est extrêmement important pour le territoire, puisque ça a été monté extrêmement vite, avec une grande réactivité d'ailleurs de l'ensemble des banques populaires. Et par ailleurs, de préparer la suite du renouveau de l'île avec des micro-dons, des prêts pour des familles qui étaient en difficulté. Et à terme, nous souhaitons travailler avec les pouvoirs publics, les grandes organisations européennes et internationales, notamment la BEI, pour voir comment on peut œuvrer à la reconstruction. Vous voyez, c'est un continuum, plutôt que de juste se dire j'essaie de rouvrir quand je peux les agences et de gérer au mieux la crise. Et on l'a fait de manière un petit peu par nécessité, mais on y retrouve une cohérence ex post, et je pense que c'est le rôle d'un banquier, et surtout coopératif et solidaire. Être pragmatique, en quelque sorte, face aux différentes situations. Alix Dupuis, je reviens sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, parce que là, on parle à la fois France, territoire national et l'international. Ça, c'est important dans votre démonstration. Mais quels sont les principaux enjeux auxquels, justement, les assureurs sont confrontés lorsqu'ils cherchent à rendre leur modèle inclusif? Et là, encore une fois, vous avez une dimension, un regard national et international. Hein. Mais d'abord, comment ça se passe dans le moteur? Sans forcément spécifier les contextes. En réalité, les enjeux, il y en a plein. Il faut être très opérationnel la plupart du temps. Et les réponses apportées à ces enjeux vont être des réponses locales.
vais pas forcer, je vais plutôt lister les enjeux. Hein. Si on remonte, on se place en haut de la chaîne de valeur de l'assurance, la première question qu'il va falloir se poser déjà, c'est OK, quelle est ma cible? Et une fois que j'ai identifié, quels sont les risques prioritaires pour cette cible? Et ensuite, comment je construis des produits le plus simple possible qui répondent spécifiquement à ces risques. Étape suivante, ça va être de tarifer mes produits. Je vais avoir besoin de données. Là, on s'adresse à des populations où il y a assez peu d'historique de données. Donc, je vais avoir toute une phase de collecte de données, puis ensuite des questions qui vont se poser autour de la segmentation de ces données, de la mutualisation des risques entre ces différents segments. Étape 3, je dirais, c'est ensuite comment je distribue. On s'adresse à des populations qui ont une faible éducation financière et assurantielle. Il va falloir aller les chercher, il va falloir les rassurer, leur faire comprendre que le système assurantiel est bon pour leur protection. Il va falloir massifier aussi, puisqu'on va être, si on parle de la micro-assurance en particulier, donc l'assurance dans les pays émergents, on va être sur des petites primes, donc il va falloir, pour espérer être rentable et soutenable économiquement, aller chercher des gros volumes. Et donc il va falloir être très créatif aussi pour trouver des, j'en parlais un peu plus tôt, des relais locaux qui me permettent d'aller atteindre ces cibles. Et plus on descend dans la chaîne de valeur, plus il y a il y a d'autres questions qui vont se poser en termes des challenges en termes de gestion. Comment, finalement, la grande question, c'est comment je peux faire plus avec moins. Hein. Donc, est-ce que je ne peux pas digitaliser au maximum ma gestion, ma souscription, la gestion de mes sinistres, pour que ça me coûte le moins cher possible? Est-ce que mes distributeurs, ils ne peuvent pas faire un effort aussi pour que mes coûts d'acquisition soient réduits et que je puisse avoir un modèle viable économiquement? Enfin voilà, il y a tout un tas de questions. Vous avez des exemples précis, un ou deux exemples précis à nous citer? Un exemple, j'allais y venir. Donc, un des enjeux aussi, c'est l'atteinte de l'équilibre économique. À quel horizon? Pour avoir étudié, accompagné des clients côté Accuracy sur ce sujet-là, on voyait que donc on a accompagné en particulier en Afrique du Nord en fait, des clients sur ce sujet-là qui voulaient lancer une offre d'assurance inclusive massive, hein, c'est-à-dire toucher 80% de la population. Et en déroulant le business plan, on se rendait compte que le business d'assurance inclusive seul, il peut être rentable à un horizon lointain. On parlait plutôt de 8-10 ans. Parce qu'il y a des investisseurs qui vont suivre ça, sachant qu'en général, quand on investit, on attend comme des retours sur investissement à plus court terme. Et donc là, l'astuce concrète, je rentre dans le concret, qui a été trouvée pour redresser la rentabilité de l'assurance inclusive, accélérer l'atteinte de l'équilibre économique, c'était en fait de combiner une activité d'assurance inclusive avec une activité d'assurance plus traditionnelle. Autrement dit, c'est l'activité d'assurance traditionnelle qui venait financer, au moins les premières années, les pertes générées sur l'activité d'assurance inclusive. Juste pour conclure, en gros, plein d'enjeux, des réponses locales, et il faut être très créatif. Très créatif, ça c'est important, c'est un mot très important, parce qu'on cogite tout le temps, mais il faut arriver au bon produit finalement qui répondent à la bonne demande. Jérôme Saadier, il y a un point qui est important aussi aujourd'hui, ce sont les normes. Alors il y a la RSE, etc. Est-ce que cette politique normative ne risque pas en fait d'être la victime des événements dont nous parlons et que vous évoquiez tout à l'heure, les événements actuels? Est-ce que la coopération et le mutualisme à l'aune de ces normes sont finalement la solution? Encore une fois, il faut rester modeste, donc non, ce n'est pas la solution à tout. Ce qui est par contre à peu près clair, c'est que les coopératives et les mutuelles ont dans leur gène, leur ADN, ou tout simplement dans leur statut, la raison pour laquelle elles existent en fait. Donc elles n'ont pas forcément besoin d'aller inventer n'importe quoi ou de s'appliquer des normes supplémentaires. Elles s'en appliquent déjà pas mal. Hein. Je le dis notamment pour les coopératives. Les coopératives, la quasi-totalité d'entre elles ont des statuts d'entreprise conventionnels, entre guillemets. Et la référence aux principes coopératifs qui sont notamment dans la loi de 1947, c'est en fait une forme de contrainte supplémentaire sur un socle qui est celui de l'économie conventionnelle. Voilà. Et notamment lié au fait que c'est un régime de propriété particulier. Donc, faut-il aller encore vers plus de normes? Moi, je ne souhaite pas nécessairement qu'il y ait plus de normes, à vrai dire. La question, c'est est-ce qu'on essaye de suivre à peu près tous le même chemin en fonction du moment, de la situation dans laquelle on est au départ. Certains sont en avance du fait de leur statut, d'autres sont en avance de phase par rapport à leurs activités, d'autres par rapport à la nature des engagements qu'ils mettent
par ailleurs autour de leur organisation d'entreprise, donc tout le monde ne part pas du même endroit. Évidemment qu'il y a un sujet aujourd'hui par rapport aux risques climatiques, par rapport au changement climatique en général d'ailleurs, de faire en sorte que la contrainte soit plus collective, et d'où le débat qu'il peut y avoir aujourd'hui, en tout cas au niveau européen, sur la CSRD, ou par rapport à la volonté normative américaine, qui n'a pas grand-chose à voir finalement avec la CSRD, de voir comment on avance. Et le débat qu'on a eu récemment, un peu lié quand même à la menace Trump, de savoir si finalement il fallait bien s'infliger tout ça. Moi, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas complexifier démesurément l'affaire, parce que précisément, on ne part pas tous du même point. Et donc, du coup, il faut faire en sorte d'être aussi pragmatique que possible, mais sans jamais perdre le cap. Parce que si on commence à brouiller le cap, à vrai dire, il n'y a pas grand monde qui va avancer. Et surtout, plus personne ne va contrôler, en fait. Parce que le fond de l'affaire, derrière, c'est qu'il faut quand même contrôler ce qui se passe, en fait. Donc, par rapport au mouvement, et j'en finis par là, qui a agité un peu le monde et les milieux économiques il y a quelques semaines, moi j'ai regretté le fait, non seulement que certains s'emparent en fait du sujet pour dire « oulala, mais c'est précisément le moment de ne pas faire », et qui oublient finalement que notre intérêt à nous en tant que Français ou Européens, parce que ce qu'on fait est quand même lié à des dizaines d'années finalement d'expériences économiques et sociales qui ne sont pas si différentes que ça entre pays européens, et en fait ce qui nous réunit quand même, c'est d'avoir un modèle économique et social plus démocratique qui essaye d'articuler, avec des différences selon les États, mais qui essaie d'articuler quand même une volonté de performance et de compétitivité économique d'un côté, avec une durabilité sociale et maintenant écologique, et tout ça dans un cadre qui reste aussi démocratique que possible. Tout le monde essaye de le faire, à vrai dire. Donc moi, ce que je reproche en fait, à ceux qui se sont saisis de manière très égoïste ou opportuniste du sujet pour essayer de revenir en arrière, c'est d'oublier que notre intérêt collectif, précisément par rapport à une forme d'évolution du capitalisme prédateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui concerne non seulement les États-Unis, mais aussi la Russie, aussi la Chine, on a intérêt à être aussi unis que possible pour s'appuyer sur ce qui nous est déjà commun. Aménageons le chemin s'il faut aménager le chemin, mais surtout, ne reculons pas. Alors, je rappelle à la salle que vous allez pouvoir participer dans quelques minutes. Je vais me tourner vers vous pour que vous puissiez poser des questions et interagir avec les intervenants ici présents. Éric Campos, je reste sur le même terrain. Réaction à ce que vient de dire Jérôme Sadier concernant les normes, etc. Est-ce que c'est un frein? Est-ce qu'il va falloir évoluer sur ces normes? Ou est-ce que le contexte actuel est un danger pour ces normes? D'abord, on est quand même clairement dans un rapport de force entre des modèles qui s'opposent. Et donc, on est clairement entre un modèle plutôt régulé en Europe, qui part d'un projet politique qu'il ne faut pas oublier, c'est le projet du Green Deal, qui dit qu'on est capable de faire une économie durable, respectueuse du vivant, etc. C'est ça le projet de départ. Après, pour passer du projet de départ à la responsabilisation des acteurs, que ce soit les acteurs publics et les acteurs privés, il y a une traduction. La première traduction, ça va être de faire une grammaire de ce qui est vert et moins vert, de l'usage de ce mot un peu valise, enfin vous l'aurez compris. Ensuite, donc ça a été fait, ça a été plutôt un peu trop technique, un peu trop raffiné, etc. Bon, il y a un petit peu d'aller-retour, mais globalement, il ne faut pas toucher à ça. Deuxième sujet, c'est qu'on a considéré, et ça c'est un point extrêmement fort, qu'il y a une double matérialité qui est fondamentale, c'est-à-dire l'impact qu'a la nature sur l'entreprise ou l'acteur économique et l'impact qu'a l'acteur économique sur la nature. Je rappelle, ça c'est européen, les anglo-saxons ont une simple matérialité, c'est-à-dire que leur problème, c'est juste de savoir si l'entreprise est impactée par l'environnement. Le reste, ce n'est pas leur problème. C'est un débat de fond, il y a beaucoup de lobbying là-dessus, et souvent par des figures qui portent des messages un peu, comment dirais-je, sympathiques et humains. Je pense qu'on est vraiment dans un combat de fond pour la défense du vivant. Troisième élément, c'est comment on fait du reporting. Et ça, c'est tous les débats qu'il y a eu sur la CSRD. Il faut qu'on soit avec des reportings comparables. C'était ça l'esprit de la CSRD. Il y a probablement un peu d'aller-retour, un peu de simplification. Et d'ailleurs, peut-être que dans la simplification, on va aboutir à des choses beaucoup plus simples que ce qu'ont sorti nos amis anglo-saxons. Et peut-être que finalement, il va y avoir une revanche de la simplification qui peut accélérer les choses. Et enfin, autre chose, c'est la CS3D, pardon de ces acronymes qui sont effectivement un peu soporifiques, ça rappelle la défense des droits humains.
C'est-à-dire qu'il faut se poser la question dans les chaînes de valeur des entreprises, si à un moment donné, il n'y a pas une entreprise qui traite des enfants ou des personnes en situation d'esclavage, etc. C'est quand même juste le b.a.-ba. Après, la traduction, et Jérôme l'a dit, probablement est un petit peu technocratique, il faut revoir ça, il y a des débats, mais à mon sens, ne touchons pas à l'esprit qui paraît extrêmement bien construit de la réglementation. Et là encore, on est quand même dans des combats de système, dans des combats de compréhension, et au fond, dans des combats qui situent la place de l'homme à l'intérieur du vivant et à l'intérieur de la planète. Et qui permet de rester résilient quand même face à toutes ces Ça nous pose un certain nombre de problèmes. Pardon, je vais prendre une demi-minute aussi, parce qu'il faut se renvoyer, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer une fois qu'on a posé. Et il y a des sujets qu'on ne sait pas encore bien traités, notamment les innovations de rupture. On est dans une économie qui ne peut pas continuer sur le même dispositif, le même trend, etc., parce que l'économie que l'on a, elle est relativement prédatrice du vivant, enfin, voilà, du climat. Et donc, ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui vraiment à accompagner, et c'est là où on a vraiment besoin d'une conversation entre le public et le privé, c'est l'innovation de rupture. Je vous donne un exemple. Le transport de la marchandise à la voile, ce qui semblait un truc totalement incongru il y a encore 11 ans. Donc on a quelques entreprises en France qui se sont lancées là-dessus, parce qu'évidemment, ça permet la décarbonation du transport, qui est un des sujets majeurs. Et il faut protéger cette innovation de rupture. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises qui subissent des taxes que subissent les transporteurs qui sont plus traditionnels. Et si on veut pousser les innovations de rupture, à un moment donné, il faut que la puissance publique accepte de les incuber, accepte la charge budgétaire que cela implique, parce que si on n'arrive pas à sauver ce genre de sujet, on n'arrivera pas à réinventer un peu l'économie. Oui. L'économie va se métamorphoser, il y a énormément de choses qui ont été dites aujourd'hui, mais il va y avoir des choses en rupture qu'il va nous falloir accompagner, et ça, le secteur financier, la puissance publique et les entreprises doivent vraiment converser pour entrer dans une vraie stratégie d'une économie, je dirais de la fraternité, d'une économie de la coopération. De la coopération, de la créativité, en fait. Arnaud Delaunay, sur juste un point très rapide sur cette question des normes et du rapportage, du reporting. On sort également d'un rapport de durabilité CSRD. Un point important, me semble-t-il, c'est la proportionnalité. Je le vois pour un acteur de notre taille. Le risque, c'est aussi de concentrer un nombre de ressources et d'efforts sur ce qui doit rester un moyen. Et la finalité, c'est vraiment d'avoir, ce que vous évoquiez auparavant, de vraiment se concentrer sur notre raison d'être, notre impact et la traduction. Et voilà, nous, en tout cas, dans ce débat, le point d'attention, à mon sens, c'est la proportionnalité, mais aussi faire attention à ne pas tomber dans le tick boxing, en fait. Juste chercher à cocher des cases et de perdre, en fait, l'objectif in fine. Et plus largement, les normes sont extrêmement importantes. Je déplore d'ailleurs parfois leur volatilité, puisque mieux vaut avoir des normes stables, prévisibles, pour inciter les acteurs économiques. Ça, je pense que c'est nettement plus important pour assurer la transition. Alors, Alix Dupuy, je reviens sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, la fameuse assurance inclusive. Ça repose souvent sur des équilibres économiques fragiles. Quels leviers peuvent permettre de conjuguer justement l'intérêt pour les assureurs et le bénéfice pour le client? En fait, j'en ai déjà évoqué quelques-uns précédemment. Il y a typiquement comment je peux compresser autant que possible ma structure de coûts. Donc, on parlait de réduire mes coûts de distribution, coûts d'acquisition d'assurance. Donc, discuter, échanger avec mes distributeurs, voir s'ils peuvent faire aussi un effort de leur côté pour permettre à ce type de modèle d'exister. Des enjeux aussi autour de la gestion. Comment on peut automatiser autant que possible la gestion pour réduire les coûts. Des enjeux d'externalisation aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des fonctions plus coûteuses que d'autres qui peut être intéressant, à minima à court terme, d'externaliser pour accélérer ma rentabilité. On a évoqué aussi des schémas hybrides de financement où on a et de l'assurance inclusive et de l'assurance traditionnelle, disons, qui vient financer l'assurance inclusive. Après, en fait, c'est pas que côté assureur que la partie se joue. Je pense que typiquement les régulateurs ont aussi leur rôle à jouer pour rendre ce type de modèle, pour lever les barrières à l'entrée et permettre à ce type de modèle de se développer en réalité. Là, j'ai des exemples. On peut penser en Égypte, il y a un cadre propre à la micro-assurance qui a été mis en place très récemment et qui allège en fait les contraintes réglementaires, un certain nombre de contraintes réglementaires qui sont imposées aux assureurs traditionnels, en particulier les contraintes de solvabilité. L'idée étant de permettre à ce type de modèle de se développer localement et de servir à la population.
Il y a des choses analogues aussi au Brésil avec ce qu'on appelle des bacs à sable réglementaires cette fois, mais en fait le concept est un peu le même. Hein. C'est au moins, lors du lancement de ce type d'initiative, alléger considérablement les contraintes imposées à ce type d'assureurs pour leur permettre de se développer. Et une fois qu'ils ont avancé, qu'ils atteignent un certain niveau de rentabilité et que leurs risques sont bien maîtrisés, là on resserre petit à petit les taux pour converger vers des contraintes qui sont communes avec les assureurs plus traditionnels. Alors, Jérôme Sadier, on a la boîte à outils, là, on pourrait encore en parler des heures. On va le faire après également avec la table ronde suivante qui sera plus prospective. Mais est-ce que tout ça n'est pas finalement très, je dirais, politique? Quels sont les liens? Quels liens peut-on envisager et doit-on envisager, doit-on faire entre coopération et transition? Et là, je fais référence directement à la gouvernance. La gouvernance d'une entreprise, c'est une politique globale, en fait, et c'est au service du collectif. Donc, c'est un point important, finalement, dans le débat qui est le nôtre. Alors, il faut quand même avoir conscience que ce que nous disons là n'est quand même pas spécialement partagé de manière générale dans nos organisations, je crois, et ne fait pas forcément partie non plus dans le langage commun avec nos clients. Enfin, au Crédit Coopératif, on a quand même plutôt tendance à cultiver ça depuis pas mal d'années, à vrai dire, mais je généralise un peu. Et puis, on ne parle pas le même langage non plus que les responsables politiques, en fait. Donc, je pense, si on veut relever tous ces défis, on a quand même un préalable, enfin plusieurs préalables, à vrai dire. D'abord, c'est de comprendre le monde. Parce que ce qu'on ébauche, en fait, depuis quelques semaines, un peu à la schlag, pardon de le dire comme ça, parce que c'est la méthode qu'a choisie Donald Trump, ça nous oblige quand même à nous intéresser à nouveau un peu à la façon dont le monde bouge autour de nous, en fait. Ça nous oblige à sortir un peu de notre zone de confort. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est admettre qu'il faut faire des choix. Et en fait, ce n'est pas toujours facile de faire des choix. Parce que certains vont à l'inverse de nos pratiques, voire même de nos intérêts immédiats. Et si on veut construire sur le long terme et résister avant et puis après construire, il va falloir faire en sorte qu'il y ait des choix qui soient faits. Pardon. Et puis, troisièmement, d'ailleurs, il faut assumer ça sur la durée et en fait trouver le bon mode de gouvernance pour ça. Et c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir maintenant sur la gouvernance d'entreprise, puisque on va parler de politique, mais en tout cas sur la gouvernance des entreprises, je pense qu'on a un vrai sujet qui consiste à voir comment on pilote ces enjeux-là, qui en fait n'existaient pas, en tout cas pas posés de la même façon, lorsque nous avons, il y a à peu près un siècle ou 150 ans, inventé les modes d'organisation, que ce soit ceux des coopératives ou des mutuelles, qui d'ailleurs ont divergé progressivement, mais au départ c'était les mêmes en fait. Ils ont divergé en fonction de considérations liées aux activités principalement, et aussi par rapport à la gouvernance des entreprises dites conventionnelles en fait. La façon dont on dirige, dont on conçoit nos entreprises en France, parce que c'est même pas un sujet qui est partagé par tout le monde, non, la façon dont on conçoit la propriété d'entreprise en France, même conventionnelle, n'a rien à voir avec celle qu'on a en Allemagne, par exemple. En Allemagne, l'entreprise n'appartient pas aux apporteurs de capitaux. En France, oui. Y compris d'ailleurs dans le monde coopératif et mutualiste, en fait. Donc, on doit interroger tout ça. Et donc, moi, je nous invite, en fait, à essayer justement de ne pas rester dans l'entre-soi coopératif ou mutualiste au passage. Il faut aussi discuter avec d'autres. La loi Pacte nous y a invités imparfaitement, à mon avis, mais au moins elle a le mérite d'exister. Il faut sans doute aller encore un peu plus loin dans le dialogue, voir comment on peut hybrider nos modèles. Moi, je peux pour la disparition des modèles coopératifs, pour le coup, je les promeux. Mais est-ce qu'ils doivent rester figés tels qu'ils sont, sans doute pas. Mais encore faut-il savoir pourquoi faire et pas pour le plaisir de ressembler aux autres, en fait. Mais vraiment, cette capacité à intégrer des nouveaux enjeux qui ne se présentaient pas de la même façon, voire qui n'existaient pas auparavant, je pense que c'est important. La gouvernance d'une entreprise est liée au régime de propriété, et le régime de propriété, je pense qu'il évolue forcément en fonction des phénomènes qu'on vient de voir, en fait, tout simplement. Éric Campos, vous avez cette impression de monde disrupté et qui vous impose, vous tous, banquiers, assureurs, que ce soit mutualistes, coopératifs, de nouveaux modes de gouvernance. Vous le sentez réellement dans la manière même de gérer les équipes, finalement, à l'aune de ces enjeux? Oui, en fait, il faut quand même admettre qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne saisit pas. Il y a une énorme complexité et on doit résoudre ces sujets dans un laps de temps qui est extrêmement contraint. Et je pense que c'est ça la complexité avec une interdépendance des décisions. Si on règle un sujet climatique
je ne sais pas, on va installer un financement d'éoliennes en mer, et on a effectivement, ça barre le passage des oiseaux migrateurs, et ça pose un problème de biodiversité. Et puis voilà, donc il y a des vrais choix à faire dans un temps contraint, et les vrais choix à faire dans un temps contraint, ça passe nécessairement par de la concertation. Moi, la réponse est longue, donc je vais essayer peut-être de prendre un petit focus que je trouve important pour nous. C'est finalement, ça nous renvoie à la nécessité de recharger cette notion de coopérative. Et finalement... Alors, parlez juste un tout petit peu plus près de votre micro, comme ça je pense qu'ils pourront baisser en technique et ça fera de l'ARCEP. Oui, je disais que voilà, je pense qu'il faut recharger cette notion de coopérative. Là encore, Jérôme disait qu'on parle à effectivement un langage qui n'est pas nécessairement partagé. Vous êtes ici parce que vous êtes sensible à ces questions-là, et dès qu'on sort de l'extérieur, enfin à l'extérieur, on a moins de sensibilité. Et si on sort sur des générations plus jeunes, là où la coopération, il y a 30, 40 ans, c'était une forme d'évidence, on voyait très bien, on représentait très bien. Aujourd'hui, ce que veut dire coopération dans un monde qui est TikTok, Instagram, où on scrolle, où on a du temps d'écran, etc. Donc je pense qu'il y a quand même un vrai sujet de réflexion sur comment recharger le champ lexical de la coopération. Ça se fait peut-être par l'exemple, ça se fait peut-être par la disruption, ça se fait peut-être en allant représenter ces notions avec des codes qui sont des codes actuels. J'ai pas la clé, je me sens souvent dépassé sur ces sujets-là, mais il y a clairement un rechargement du champ lexical de la coopération à engager. Oui, alors justement, Arnaud Delaunay, générosité, empreinte coopérative, est-ce que tout cela appelle une nouvelle gouvernance, justement? Comment on regarde ça à la BRED? Je reviens sur ce que vient de dire Eric Campeau, je suis totalement aligné sur le fait qu'il faut qu'on sache parler un langage actualisé. Je reviens sur mon propos introductif, je pense qu'on a énormément d'atouts dans un monde justement qui se digitalise, dans un monde qui change de grammaire, et je pense que ces valeurs restent extrêmement pertinentes. Donc la question, c'est de faire savoir, de faire comprendre qu'est-ce que veut dire être sociétaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'être un client au sein d'une mutuelle ou d'une coopérative. Je pense que là, effectivement, il y a un enjeu peut-être d'ailleurs générationnel, puisque certaines générations ils sont encore extrêmement sensibles. Mais voilà, c'est un défi qui est devant nous, et je pense qu'on a énormément d'atouts, puisque les nouveaux modèles qu'on voit apparaître ne répondent pas à ces défis, en fait. Ils vont vite, ils sont rapides, ils sont efficaces, mais je ne suis pas sûr qu'ils apportent le supplément d'humain dont on a besoin, et ça reste un atout extrêmement fort. Et justement, ça fait le lien avec notre rôle, qui d'ailleurs est partagé par la grande majorité dans la salle, notre capacité à nous projeter au-delà de notre seul ADN d'organisme financier, avec une empreinte sociale et coopérative. Alors il faut la faire vivre en cohérence avec nos métiers et notre action. On ne peut pas se perdre, en tout cas à notre échelle, on ne va pas pouvoir résoudre toutes les problématiques qui ont été évoquées. Néanmoins, faire le lien sur l'entrepreneuriat, l'égalité des chances, l'insertion de certaines catégories, c'est tout à fait pertinent, et on essaye d'y œuvrer. On a la chance d'être dans des géographies, des territoires très variés, les Outre-mer, j'ai évoqué l'international auparavant, la région parisienne, la Normandie, enfin très variée. Et donc on essaye d'adapter cette réponse aux besoins locaux qui ne sont pas les mêmes en Martinique, qui peuvent être à Paris 16 ou à Mayotte. Là, on est dans le secteur bancaire assurance. Les assureurs, spécifiquement Alix Dupuis, pareil, rôle d'éclaireur face à tous ces changements de la société et géopolitique. Absolument. Bon, je peux donner des exemples plus concrets d'assurance inclusive qui pourraient illustrer justement ce rôle d'éclaireur. Typiquement en France, on a l'initiative de CNP, je trouve qu'il illustre bien. Ils ont lancé, ils acceptent depuis l'année dernière, en fait, en assurance des emprunteurs, des femmes ayant guéri d'un cancer du sein, sans surprime, sans exclusion, et surtout sans attendre le délai légal de 5 ans de droit à l'oubli. C'est quand même innovant. Il me semble que Crédit Agricole a aussi des initiatives dans ce sens-là. On peut aussi penser à AXA, qui a lancé l'année dernière une offre dédiée aux micro-entrepreneurs, une population de travailleurs qui était jusqu'ici assez mal servie en termes d'assurance, en définissant et en adaptant une offre qui leur est complètement dédiée. Bon, rôle d'éclaireur, en fait, que vous avez tous aujourd'hui face à tous ces nouveaux enjeux, et on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais les
les principaux de ces enjeux sont maîtrisés, en tout cas en termes de réflexion en amont. Chose promise, chose due. Je vais vous donner la parole. Donc la règle est simple, vous demandez, vous posez une question, vous vous présentez très rapidement, vous posez une question pour qu'on puisse échanger un maximum. Je vous demanderai d'être concis et ce qui appellera des réponses tout aussi concises de nos intervenants. Voilà, qui souhaite ouvrir le bal, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un... Voilà, monsieur, on va vous apporter le micro. Donc je vous demanderai de vous présenter rapidement et de poser votre question. Merci. Pardon, monsieur, vous êtes? Monsieur Chavigné. Oui, et Oui. dans quel secteur d'activité? Moi, je travaille dans un hôpital. D'accord. Donc, on oppose souvent les banques mutualistes, les banques où on est sociétaire, et les banques, on va dire, les banques qui sont avec des actionnaires. C'est-à-dire qu'il y a deux modèles. Il y a un modèle, on va dire, où c'est le maillage territorial, l'aide à des associations, à des individus qui s'engagent, et de l'autre côté, on va dire, des fermetures d'agences, et un système qui se développe en ligne. Donc je voulais savoir votre avis, et on voit avec la BCE qu'on va de plus en plus vers un marché de capitaux, un marché européen. C'est poussé par la BCE, c'est-à-dire avec des fusions domestiques, même des fusions transfrontalières, entre ce qui se passe entre l'Allemagne et l'Italie. Je voudrais savoir, donc, le mutualisme, en fait, comment il peut survivre dans ce monde, en fait. Est-ce que c'est par des regroupements, des partenariats, et est-ce qu'il y a du mutualisme dans les autres pays européens, ou c'est vraiment un peu une déception française, sachant que les cultures ne sont pas les mêmes entre les pays du Nord et les pays du Sud de l'Europe, on n'a pas vraiment les mêmes mentalités. Oui, Voilà, c'est un regard, question factuelle très, très intéressante. Peut-être Éric Campos? Oui, en fait, le système des coopératives, on le trouve partout dans le monde. Il est né en Europe, plutôt en Allemagne et en France. Donc le modèle, on le retrouve. C'est souvent un modèle qui est territorialisé, il est né des territoires. Et donc la différence peut-être entre ce que vous appelez les banques nationales ou traditionnelles et puis les mutualistes, c'est le rapport entre la banque et le territoire. Par exemple, Caisse régionale Alsace-Vosges travaille en Alsace-Vosges et non pas ailleurs. Et donc forcément, il y a probablement à la fois une intimité, une connaissance, une préoccupation de la santé du territoire qui est un peu différente. Et puis je rajouterais le système des élus également. Au Crédit Agricole, je prends l'exemple du Crédit Agricole, mais on a des confrères qui fonctionnent de la même façon. Hein. C'est 30 000 élus en France qui sont les sociétaires et à qui on rend compte dans le cadre des assemblées générales de caisses locales qui ont lieu en ce moment. Et tout à l'heure, il y avait une question sur, au fond, que nous dit le modèle européen sur le reporting aux banques mutualistes. Ben, nous, on fait de la transparence une fois par an quand on rend compte aux assemblées générales de caisses locales sur l'activité de la caisse régionale, etc., etc. Donc je dirais que c'est probablement la différence. Après, toutes les banques ont développé des grands métiers, toutes les banques se sont développées à l'international. Peut-être la force aussi des banques coopératives, c'est qu'elles ont la coopération et le partenariat dans l'ADN ou dans leur comportement. Donc elles ont une capacité à faire des partenariats, à se développer probablement, peut-être pas supérieure, mais en tout cas elles ont une vraie capacité là-dessus. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Jérôme Sadier. Oui, merci Eric, je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Hormis le fait qu'effectivement c'est né en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en France, et c'est les raisons pour lesquelles on est parmi les leaders mondiaux de la banque coopérative ou les pays dans lesquels la banque coopérative en fait occupe une telle place. C'est 54% du marché de la banque de détail en France, ce sont des banques coopératives. Là, vous les connaissez, hein, le Crédit Agricole, les banques populaires, les caisses d'épargne, le Crédit Mutuel. Voilà. Le Crédit Coopératif qui est par ailleurs une banque populaire. En fait, pourquoi elles existent? En fait, la clé, elle est là. Vous savez, c'est toujours pareil, hein, c'est bien s'intéresser à l'histoire et à d'où l'on vient. Toutes les banques coopératives en France, sans exception, existent à cause des défaillances de marché. Le Crédit Agricole existe parce que les agriculteurs, les exploitants n'avaient pas accès au crédit. Personne n'en prêtait d'argent lorsqu'à l'époque le marché bancaire était dominé par les trois vieilles. Pardon, c'est pas péjoratif, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est-à-dire le Crédit Lyonnais, même s'il a été racheté depuis par le Crédit Agricole, c'est une vengeance de l'histoire, la BNP et la Société Générale. Les artisans et les commerçants et les petits industriels, eux aussi étaient privés de crédit en fait. Parce que les grandes banques que je viens de citer ne prêtaient qu'aux grandes familles ou pour la révolution industrielle,
à la grande industrie, etc. Donc ils ont créé les caisses de banque populaire, voilà, au plus près de leur territoire. Les caisses d'épargne, c'est une autre histoire qui est devenue coopérative, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. Le crédit coopératif, pour le coup, il existe parce que les SCOP, les sociétés coopératives ouvrières et de production, on ne dit plus comme ça maintenant, c'est coopératives et participatives, et les coopératives de consommateurs, qui représentaient plusieurs millions de Français à la fin du XIXe siècle, n'avaient pas accès au crédit pour se développer. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces familles coopératives? Elles ont créé leurs établissements de crédit en partageant de l'argent entre eux. Et c'est un principe important de départ parce qu'il y a deux principes. La solidarité géographique sur un territoire, entre gens qui habitent au même territoire, on se fait confiance pour mettre de l'argent en commun pour financer nos projets respectifs. Et puis la solidarité professionnelle, parce qu'on partage en fait la même vision de ce que l'on doit faire, on va s'entraider et on crée un système coopératif pour le faire. Depuis, l'histoire a un peu évolué. On a grossi, on s'adresse maintenant, je crois, à tout le monde sans restriction. Et ce qui fait fondamentalement une différence, c'est que nous, dans les banques coopératives, et je dis ça, c'est pas pour donner des leçons à qui que ce soit, hein, ce sont des stratégies assumées. Nous assumons le fait de rester principalement dans la banque de détail. Voilà. Notre ADN, il est là, de travailler pour des gens qu'on connaît, qui sont nos sociétaires, qui peut-être nous engueuleraient si on faisait des choses d'ailleurs qui dérivent un petit peu trop de ce qu'est notre ADN de départ, tandis que les banques que j'ai citées par ailleurs ont choisi d'autres stratégies de diversification en termes de métiers, de diversification en termes d'implantation territoriale, à tel point que ce sont des banques qui se sont internationalisées et une bonne partie de leur modèle d'affaires, si ce n'est bientôt la majorité, dépend des activités qu'elles réalisent hors de France. Voilà. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez leurs agences disparaître. Ce n'est pas la seule, parce qu'il y a aussi de moins en moins de gens qui passent dans les agences, donc du coup ça pose un problème. Mais l'autre raison, c'est que de toute façon, elles ont décidé de petit à petit se désensibiliser au marché de la banque de détail et notamment du crédit aux particuliers. Voilà. Donc ça fait de grosses différences. Et puis la dernière, c'est la répartition de la valeur que l'on crée. Nous, quand on crée de la valeur, elle reste totalement internalisée à l'intérieur de nos banques, qu'elles soient fédérées, c'est-à-dire elles deviennent mutualistes pour le coup, ou strictement coopératives, sans avoir besoin d'être fédérées à d'autres. Arnaud Delaunay pour Bret Banque Très Populaire. rapidement, je voulais venir sur ce point. Effectivement, une des différences, en tout cas que je constate, c'est un rapport au temps qui n'est pas le même, et ce qui est lié à cette gouvernance et au fait que le partage de la valeur n'est pas le même que dans des réseaux nationaux. Et donc, du coup, on se projette de manière différente, et cela rétroagit sur la stratégie et vient appuyer la stratégie. Écoutez, je vous remercie. On peut vous applaudir. Merci beaucoup pour tous ces exemples.